Moi, 2 semaines après que j'y étais, je savais que c'était pas pour moi. Ok. Ouais, un peu c'est que ce coche du digital, je pense que la nouvelle génération en Algérie, elle est vraiment en train de le prendre. Beaucoup de fonds dans les pays occidentaux se sont rendus compte qu'en fait, ils connaissent pas si bien que ça l'Afrique, les rouages d'un système, et que tu as réussi à passer entre les mailles du filet. D'accord. Et je dirais que c'est ça aujourd'hui notre vrai challenge. Tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Algérie Eco Talk by AFB, le podcast où on décrypte la finance, l'économie et l'innovation. Pensez s'il vous plaît à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Genre, nous avons un invité très spécial avec nous aujourd'hui, Monsieur Bilal Dahleb. Bonjour Bilal. Bonjour Yanis, merci pour l'invitation. Bonjour Shamsi. Enchanté. Et du coup, pour la première question qu'on pose généralement à nos invités, c'est Bilal, comment tu te décrirais en quelques mots? Oui, donc moi je m'appelle Bilal Dahleb, je suis issu du mélange, je suis né en Suisse. Papa algérien, maman anglaise italienne et né et grandi à Genève. Je me décrirais comme quelqu'un voilà, issu d'un milieu multiculturel, peut-être suisse de culture, mais algérien de cœur et d'identité. Ok. Et peut-être comme quelqu'un de persévérant qui aime la technologie, la finance et voilà, qui pense qu'aujourd'hui la technologie peut ouvrir pas mal de possibilités pour de nombreuses personnes et particulièrement sur le continent africain. Tu étais quel type d'étudiant à tes 17 ans? Quel profil? Ouais. Alors moi, l'école, je dirais qu'on peut la voir un petit peu sous deux angles. Pour moi, il y a l'angle social et l'angle scolaire. L'angle social, je dirais que j'ai toujours été quelqu'un qui avait des amis, qui aimait bien traîner dans les cercles, on va dire. En tout cas, j'ai essayé de faire partie des cool kids. Je ne sais pas si j'y arrivais, mais j'essayais toujours de faire partie des groupes cool à l'école. Ensuite, par rapport au niveau scolaire, moi, en fait, jusque 17 ans, j'étais un petit peu encore dans mon monde. Je pensais encore que je pouvais devenir footballeur ou boxeur. Enfin, mon rêve à ce moment, c'était encore d'être sportif. Et je pense que c'est à 17 ans que j'ai commencé à comprendre que ça allait être compliqué. Et donc, c'est à ce moment où je me suis dit, OK, en fait, là, il faut que je me réveille. Et là, dès ce moment où, en fait, j'ai mis 100% de mon focus sur les études, petit à petit, j'ai commencé à voilà, rattraper un petit peu les autres, à rattraper un peu mon retard. Et voilà, ensuite, je dirais qu'à la fin du lycée, j'étais toujours parmi les premiers de la classe. Et après, par contre, une fois que tu arrives à l'université, tu rentres un petit peu dans un nouveau niveau, surtout que moi j'étais à la HEC Saint-Gall en Suisse, qui est la HEC la plus réputée du monde de germanophone. Et là, voilà, là tu reprends un peu une claque, tu es avec des gens d'un très bon niveau. Et du coup, voilà, là il fallait encore que je trime pas mal pour que ça marche. Mais, donc j'ai un peu eu deux phases, la phase rêveur et après la phase scolaire. Et on a vu que tu avais fait, tu nous as parlé de la HEC Saint-Gallen là maintenant, Ouais, tu as fait aussi un master en Big Data à l'ESCP. exact. Bah, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, parce que tu sais, grande école. Ouais, bien sûr. Ouais. Surtout de passer du côté germanophone à côté ESCP Paris, qui est quand même une grande école de commerce, Ouais. un peu partout en Europe et tout. Bien sûr. Et donc, pourquoi ESCP et pas... Ouais, donc moi en fait au moment où j'ai terminé Saint-Gall, donc c'était encore purement HEC et là on arrivait un petit peu, on va dire, au début de la Big Data. C'était le moment où Amazon, Azure commençaient à prendre un petit peu de force et moi c'était un peu le moment où j'ai commencé à comprendre que la data allait avoir pas mal d'importance dans le futur. Et à ce moment en fait, la plupart des universités n'avaient pas encore de programme, on va dire, un petit peu orienté IT. Donc moi, c'était un peu le moment où j'ai compris que la tech allait commencer à prendre de plus en plus d'ampleur. Moi, à la base aussi, un domaine qui m'intéressait beaucoup, c'était la finance. Et en fait, j'ai vite vu qu'en fait, même dans la finance, on recrutait de plus en plus des ingénieurs, donc principalement des quantitative engineers. Et après, j'ai vu qu'en fait, ce côté tech commençait à s'appliquer à de plus en plus d'industries, donc j'ai voulu renforcer un petit peu mes capacités. Et donc, le SCP proposait ce master, et donc c'est pour ça que j'étais parti là-bas. Parce que là, actuellement, tu es devenu co-founder de Comète de Monaco et on voudrait bien savoir, depuis à zéro, tu as Comment commencé ça s'est passé? comment, Ouais. dans le mode professionnel, hein. Bien sûr. Donc en Suisse, l'école, ça marchait un petit peu différemment d'autres systèmes. En fait, en Suisse, moi, j'ai fait, après le lycée, on peut dire, donc j'ai fait une année de stage. Et donc là, j'ai travaillé dans une banque privée à Genève qui s'appelle Lombard-Odier. D'accord. Et on va dire que c'est un petit peu l'excellence bancaire. En fait, c'est des comptes, on peut seulement ouvrir un compte chez eux à partir d'1 million de dépôts pour les particuliers. Et même 1 million, vous serez un tout petit client chez eux, donc ça sera même pas intéressant comme offre. Et donc rapidement, voilà, j'ai commencé à être avec des gestionnaires de fortune qui géraient beaucoup d'argent. J'ai commencé à m'intéresser à la finance. Et j'ai vraiment vu aussi, dès le moment où les gens ont de l'argent, à quel type de service ils pouvaient avoir accès. Donc des cartes qui marchent sans limite dans le monde entier, un support extrêmement rapide, un très gros contrôle aussi sur tout ce qui est fraude, compliance, ainsi de suite. Donc ça, c'était le premier élément qui m'a après un petit peu incité à continuer dans la finance. J'ai eu beaucoup d'intérêt pour le domaine financier. Et ensuite, donc, j'ai travaillé un petit peu dans la technologie, donc dans la blockchain, à la fin de mes études de Saint-Gall. Après, j'ai également travaillé chez ABB, ABB, ouais, ok. exactement, en ingénierie électrique. C'était aussi d'ailleurs chez ABB qu'en fait, j'ai commencé à comprendre que les business schools, c'était bien, mais qu'on manquait un petit peu de hard skills. Le radical, effectivement. Ouais, exactement. Et donc, c'est là aussi, après ABB, où en fait j'étais le premier stagiaire qu'ils ont recruté qui n'était pas ingénieur. Ok. Euh,
Et je voyais qu'il y avait quand même un petit peu un lag entre moi et les autres stagiaires. Donc c'est pour ça, après, j'ai voulu renforcer un peu ce côté tech et technique avec le SCP. Et donc ensuite, voilà, je suis parti au Boston Consulting Group. Bah, en parlant de Boston Consulting Group, c'est un peu le saint graal des gens qui veulent faire du conseil en stratégie, etc. Et tu as fait ça en Afrique francophone, en Afrique du Nord. Exactement. Et bah, parle-nous, en fait, comment cette expérience? Comment tu as réussi à entrer déjà à Boston Consulting Group? Et ça s'est passé comment là-bas? Ouais, bien sûr. Alors, au moment où j'ai postulé au BCG, donc c'était en fin 2018, Ok. le bureau de Casablanca avait aussi des projets. Enfin, ils envoyaient pas mal de consultants pour des projets en Algérie, notamment dans le oil and gas. Et donc, moi, en fait, j'avais très envie de réconnecter avec l'Algérie à ce moment-là. Donc, je m'étais dit, OK, ben, si je pars au BCG, bureau de Casa, moi, je demanderai à être staffé sur les projets en Algérie. Donc, ça pourra voilà, me permettre de reconnecter, rencontrer du monde et puis essayer peut-être éventuellement un jour de faire des choses là-bas. Donc, ça, moi, c'était l'objectif. BCG, pour être honnête, c'était très dur de rentrer. Si on peut dire que c'est un examen, c'est l'examen pour lequel j'ai le plus travaillé de ma vie. Un seul examen, c'était des rounds. C'était plusieurs, ouais, c'était plus. Donc, d'abord, il y avait un round avec les ressources humaines. Ensuite, il y avait un test sur un ordinateur un peu quantitatif, compréhension de texte, analytique. Et une fois qu'on a passé ces deux tests, on a deux entretiens avec des managers. Et une fois qu'on a passé cela, on a deux entretiens avec des partenaires. Et, ouais, et donc moi je l'avais fait, ça c'était à distance. J'avais aussi fait les process en parallèle avec McKinsey. McKinsey carrément ils vous invitent sur place, donc j'avais pris l'avion juste pour passer des entretiens. Finalement ça a bien marché avec BCG. Malheureusement le moment où j'y suis arrivé, les projets en Algérie en fait n'ont pas continué. Après j'étais là, bon, j'ai tellement travaillé pour rentrer là et tout, donc je vais quand même rester un petit moment. Donc j'ai fait mes 2 années. C'était très dur, sincèrement c'était très très dur. Je pense pas que le conseil c'est pour tout le monde, enfin, en tout cas le conseil en strat, je sais pas si c'est pour tout le monde. Il faut ramp up sur les sujets extrêmement rapidement, poser des questions que pertinentes, faire des analyses vraiment très 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 sharp. Et là où en fait moi j'avais beaucoup de difficultés aussi, c'était les horaires. Moi je m'étais un petit peu imaginé, je C'est sais pas un que, mythe. en tout cas le BCG Casablanca à l'époque où j'étais c'était pas un mythe, ouais. Ok. Et moi c'était un peu ça où je tombais de haut, parce que moi je m'imaginais, ouais, c'est les pays du Sud, la Dolce Vita, ça va être un peu plus cool. Et donc je suis arrivé là-bas et on me dit, non, non, Bilal, ici tu vas travailler beaucoup plus que dans les bureaux qui sont en Europe, parce qu'en fait, le BCG Casablanca, quand ils vendent un projet en Afrique, c'est que c'est vraiment, il y a de très gros enjeux. Tandis qu'en fait, un bureau en France, je sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple, il pourrait avoir un gros client comme, je sais pas, Peugeot, Citroën, c'est des groupes énormes qui en fait vont avoir un BCG ou un McKinsey en continu toute l'année. Donc dès qu'on finit un projet, on en lance un nouveau. En Afrique, c'est plutôt des projets qu'on va faire une fois tous les 5 ans. Et en fait, les partenaires, pour eux, il y a un gros enjeu de revendre une nouvelle mission dans 5 ans. Et il faut toujours overachieve, être plus compétitif que les autres en prix. Et donc, ouais, ce qui était très difficile au-delà de la partie, on va dire, un petit peu intellectuelle, c'était quoi? Je faisais en fait, je faisais tout le temps des semaines de 80 à 100 heures. Donc, tous les week-ends, ils y passaient. La semaine où j'ai le plus travaillé, j'avais fait 107 heures. Et ouais, non, c'est dur. Franchement, il faut s'accrocher, ouais. Par contre, les points positifs, très très intéressant. Je pense que c'est le travail le plus intéressant que j'ai fait jusqu'à présent. Donc moi j'ai travaillé dans le secteur agricole. J'ai monté un fonds d'investissement dans l'agriculture. Donc moi j'ai fait un projet sur tout ce qui était la pisciculture, donc l'élevage de bar et d'ombrine, donc 2 types de poissons d'eau salée. J'ai fait des gros projets stratégiques pour des banques en Afrique. Donc, par exemple, il y a le groupe BMCE qui avait racheté Bank of Africa. Ça, j'avais travaillé sur ce projet. Donc une opération d'acquisition. Ouais, exactement. Pour des très très gros montants qui étaient en plus financés par des instituts de private equity européens. J'ai travaillé dans le domaine médical et dans les services publics. Donc, c'était une très très bonne expérience. Et ouais, 2 ans au BCG, franchement, ça équivaut à 5-6 ans dans un emploi normal en termes d'expérience, je pense. Ouais. Quel impact tu as eu de BCG par rapport aux autres stages ou par rapport à ton parcours professionnel? Ouais. BCG, alors il y en a 2 qui m'ont le plus formé, je dirais, c'est Lombardier et BCG. Lombardier, c'est un petit peu, enfin, vu qu'aujourd'hui, Monaco, on en parlera tout à l'heure, mais Lombardier, ça m'a vraiment montré l'excellence bancaire. Et ce qui était très intéressant chez Lombardier aussi, c'était que c'est une offre qui n'est pas seulement destinée aux Suisses, c'est une offre vraiment destinée au monde entier. Donc Lombardier, Pictet, enfin toutes les banques privées de Suisse, il y a des gens du monde entier qui vont déposer leur argent là-bas. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé. Et BCG, ça m'a surtout appris, je dirais, ça m'a donné beaucoup d'insights sur le secteur bancaire en Afrique et dans différents pays d'Afrique francophone. Donc, comment l'utilisation du cash en Afrique du Nord, le mobile money en Afrique de l'Ouest, le manque d'inclusion financière, comment est-ce que ça ralentit le développement de pas mal d'économies. Et BCG, ça m'a aussi beaucoup appris, je pense, voilà, la rigueur, la méthodologie, comment est-ce qu'on fait des analyses de marché, des analyses de données. Donc, non, BCG, c'était une très bonne école. Ouais.
J'aimerais rebondir juste sur quelque chose. Tout à l'heure, t'as parlé de projets dans l'agriculture, Ouais. l'énergie, etc. Bah, pour les gens qui ne le savent pas, Bilal a une chaîne YouTube. Ah ouais, Euh, c'est vrai, vous avez tombé là-dessus, ouais. Ouais, une chaîne YouTube où Ouais. il parle de comment faire son premier projet en agriculture, Ah ouais, des j'avais trucs oublié que sur j'avais. l'énergie. Ouais, exact. C'était, eh ben, moi, quand je suis tombé dessus, bah, j'ai trouvé ça super intéressant. Mm. Et je sais pas si on pourrait appeler ça une passion ou quelque chose. Je sais pas si j'irais jusqu'à une passion. Ouais, Il y a une vidéo qui a très bien marché, une vidéo où j'explique comment fonctionnent les marchés électriques. Ouais. Parce qu'en fait, au moment où je suis arrivé chez ABB, je comprenais rien au marché électrique. En fait, il y a différents niveaux de fréquence, de l'électricité qu'on peut acheter beaucoup en avance, une qu'on achète 15 minutes avant la consommation, ainsi de suite. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait aucune donnée intéressante sur le net qui expliquait ça facilement. Mhm. Et moi, j'ai bien mis 2-3 semaines à lire des articles, poser des questions, tomber sur des forums. Et dès le moment où j'ai compris, j'étais là, mais en fait, pourquoi est-ce que je ferais pas moi la vidéo? Et je l'ai fait, puis j'étais très content. Là, je crois que je suis à peu près pas loin de 200 000 vues. Ouais, Donc, ouais, donc, pas loin. ouais, pas loin, ouais. Donc, non, j'étais très content. Les autres vidéos ont un petit peu moins marché, mais C'était tout au plus, c'était super intéressant. oui, c'était le même domaine toujours. Ouais. Mais ouais, peut-être que, enfin, j'aimerais bien me remettre aussi à faire un peu de contenu, mais ça prend du temps. Si on veut bien faire ça, Ok. ça prend du temps. Ouais. Mais peut-être, Inch'Allah, un jour, je Inch'Allah. pourrais m'y remettre. Ouais. Inch'Allah. C'est passé quand même de BCG à Y Combinator. Y Combinator, ouais. Y Combinator. Comment ça s'est passé? Alors, je sais pas si BCG nous a vraiment aidé par rapport à Y Combinator. Nous, ce qu'on avait demandé à Y Combinator lorsqu'il nous avait pris, peut-être aussi pour expliquer à l'audience, parce que je sais pas si tout le monde connaît Y Combinator. Ouais, exactement. Ouais. Donc Y Combinator, c'est un accélérateur de start-up en Silicon Valley. Et donc, il est réputé comme étant l'accélérateur le plus sélectif au monde. Nous, lorsqu'on y était, il y avait 19 000 startups qui avaient postulé, à peu près 220 qui ont été acceptées. Donc, le taux d'acceptation, il était à peu près à 1,2%. Et en fait, donc, il y a vraiment des projets du monde entier, sur tous les secteurs. Malheureusement, l'Afrique est toujours un petit peu sous-représentée. Il y avait peu de projets africains. Moi, lorsque j'y étais, je crois que donc, sur les 220 boîtes, il me semble qu'on était 5-6 boîtes africaines. Donc, ouais, malheureusement, très peu. En Algérie, il y a une startup iconique qui est passée par ce programme aussi, donc c'est Yassir. Ouais. Après, je connais également d'autres entrepreneurs algériens qui sont passés par Y Combinator, mais leurs produits n'avaient pas forcément de lien avec Y Combinator. Ouais. Et donc, nous, YC, en fait, lorsqu'on leur a posé la question, bon, évidemment, je pense que le BCG nous a aidé un petit peu à faire les analyses, savoir ce qu'on voulait faire, avoir la rigueur et bien le présenter. Mais Y Combinator, moi, ce qui m'avait beaucoup impressionné avec eux, en fait, c'était les partenaires. Peut-être aussi pour expliquer à l'audience, les partenaires. Donc, par exemple, il y a le type qui a inventé la musique en streaming, il y a la fille qui a fait Pokémon Go, il y avait le fondateur de Twitch, il y avait l'homme qui a fait la première néobanque en monde. Donc, Stripe aussi. ouais, exactement, Stripe. Airbnb, ouais. Twitch et... Ouais, alors eux, c'est des fondateurs YC, mais c'est pas des partenaires. Ok, j'ai capté, là, Ouais. encore des partenaires. Ok. Exactement. Mais après, ouais, exactement. Des gens qui sont passés par YC en tant qu'entrepreneurs, comme vous dites, Stripe, Airbnb, Coinbase, OpenSea, Dropbox, Reddit, exactement, Reddit, ouais, donc énormément. Et donc, nous, qu'on avait discuté avec les YC Partners, ce qui nous avait dit en fait, ce qui m'avait beaucoup impressionné avec eux, c'était à quel point ils connaissaient toutes les industries dans le monde entier. Moi, j'ai l'impression qu'ils connaissaient mieux les services financiers en Afrique que Ouais. moi, en fait. Alors que j'étais là, ça fait déjà des mois que je travaille là-dessus, j'ai fait Ils ça sont au bien BCG. renseignés. Ils ont un niveau impressionnant. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Et en fait, eux, ils nous avaient dit 3 choses qui leur avaient plu chez Moneco. Donc, la première chose, c'était à quel point, en fait, on travaille sur un problème fondamental. Eux, ils travaillent aussi parfois sur des problèmes un petit peu plus de hype. Par exemple, si on pense à la vague des NFT, c'était quelque chose qui a très bien marché à un moment où certains investisseurs ont fait beaucoup d'argent, mais ce n'était pas non plus, selon moi, un problème fondamental sur une industrie ou dans un pays. Donc eux, ils ont dit Moneco, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment quelque chose qui résout un vrai pain point actuel pour beaucoup de gens dans le monde. La deuxième chose qu'ils avaient aimé également, c'était l'approche. Comment est-ce qu'on voulait adresser le problème. Et la troisième chose, c'était l'équipe. Et donc, D'accord. ouais. Et donc nous, franchement, on a été très, très chanceux. On a été pris à la première candidature. Je sais que normalement, les boîtes qui sont acceptées, il faut faire 3-4 candidatures, vraiment montrer un progrès en chaque candidature. Nous, on a été pris sur slide à cette époque, donc je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Ouais. Ok. Comment tu as décidé de quitter un poste aussi prestigieux que Associate chez Mm. BCG Ouais. et te lancer dans on va dire une aventure incertaine? Ouais, une course à l'inconnu. Ouais. T'as capté, ouais. Exact. Alors, BCG, pour être transparent avec vous, moi, 2 semaines après que j'y étais, je savais que c'était pas pour moi. Ok. Ouais, c'est dur. Et en fait, on se rend vite compte un petit peu de l'archétype qui va réussir dans ce type d'industrie. Donc, ça va être un peu plus le premier de la classe, overachiever, qui dit jamais non, qui, dans certains cas, est aussi un petit peu insécure. Mais c'est des gens voilà, brillants, travailleurs. Enfin, au BCG, c'est l'endroit où j'ai rencontré les gens les plus brillants de ma vie, je pense. Et en fait, moi, je me rendais compte que déjà, faire carrière au BCG, enfin, devenir BCG partenaire,
ça m'intéressait pas plus que ça. Surtout qu'à terme, bon, c'est très intéressant parce qu'on voit exactement tout ce qui se passe dans toutes les industries. Mais à terme, en fait, le métier de conseil, c'est vendre des missions en continu. Ok. Et ça, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Et après, également, l'autre élément, c'est que quand je voyais tous les sacrifices qu'il fallait faire pour en arriver là, ça me donnait pas envie. Et surtout, en fait, beaucoup de gens qui étaient peut-être plus brillants que moi, travaillaient plus que moi, étaient plus déterminés que moi pour le faire. Donc je me disais, en fait, non seulement je me vois, c'est pas quelque chose qui me donne spécialement envie, et en plus je vois que d'autres personnes sont prêtes à tout donner pour y arriver. Donc c'est simple, moi, il faut juste que je fasse mon temps, je prends mon expérience, et puis le moment venu, je ferai autre chose. Et moi, de toute façon, même avant de rejoindre le BCG, je leur avais dit déjà, moi, BCG, je compte y faire un passage, mais ensuite, j'aimerais plutôt monter une entreprise, je savais pas encore exactement quoi, mais donc même avant de les rejoindre, moi, je leur avais déjà dit que je comptais pas faire carrière là-bas. Tu avais déjà cet esprit entrepreneurial. Ouais, je dirais que ça, j'ai commencé à le développer au début de l'université, ouais, exactement. Ok, Ouais. pas mal. Je fais juste un petit rebond sur la question de tout à l'heure. Bon, parce que tout à l'heure, tu parlais de YC. Ouais. Tu avais parlé d'équipe. Ouais. Ton équipe, je pense que tu as aussi des associés qui sont avec toi dans Ouais. Monaco. Exact. Et quel a été le lien entre toi et eux et comment tu as pu les connaître ou plutôt les convaincre à ton projet quand même. Alors, Parce que c'est de la fintech. ouais. Quand même, ça nécessite des technologies basées sur ça, sur des transactions, etc. Donc, on voudrait juste comprendre comment ça s'est fait le lien. Bien sûr. Alors, moi, en fait, à la base, c'est un système, je crois qu'il n'est pas très courant en Algérie encore, mais on le retrouve dans d'autres régions d'Afrique du Nord. Au Maroc, ils appellent ça Daret. En Afrique de l'Ouest, ils appellent ça Tontine. En Égypte, ils ont un autre nom, je ne me souviens plus comment ils appellent ça. Mais c'est des systèmes où, en fait, par exemple, vu que le crédit en islam, c'est haram, en fait, beaucoup de gens, par exemple, on va être 10 personnes, chaque mois, on va tous mettre, je sais pas, 100 € dans une cagnotte. Donc, ça fait 1000 € ou 1000 dinars ou la devise que vous voulez. Donc, chaque mois, c'est un d'entre nous qui va prendre la cagnotte. Et par exemple, vous dites, OK, moi, ce mois-ci, j'ai mon mariage, donc je prends la cagnotte. Dans 3 mois, je pars en vacances, c'est moi qui prends la cagnotte. Donc, ça permet un petit peu aux gens de forcer à l'économie et un jour d'avoir Ok. ses savings. Je sais pas si vous connaissez le système ou si c'est commun. Non, c'est la première fois dont j'entends parler. Ok. En Algérie, j'ai un petit peu moins vu ça, mais c'est assez fréquent dans certains pays d'Afrique du Nord et beaucoup en Afrique de l'Ouest. Ok. Et en fait, moi, avant de rejoindre le BCG, j'avais déjà commencé à travailler sur ce projet. Donc, on avait appelé ça des amis d'Afrique de l'Ouest, des tontines. Et nous, on voulait digitaliser ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils font ça en cash. Donc, une fois par mois, ils se retrouvent, ils se donnent l'argent. Ensuite, il y a le chef de tontine qui va faire la comptabilité, qui va donner la... Mais ça demande un petit peu, un petit peu de galère, on va dire, d'organisation. Donc, nous, on avait voulu digitaliser ce process à la base. Et ensuite, je suis arrivé au BCG. Moi, j'avais toujours cette idée un petit peu en tête. J'avais aussi un petit peu travaillé là-dessus dans mes heures libres. Et en fait, un de mes meilleurs amis du BCG, peu de temps avant qu'il quitte ça, en fait, on avait commencé à parler de ce mécanisme. On avait parlé aussi beaucoup des difficultés à s'envoyer de l'argent transfrontalier. Donc, moi, à chaque fois qu'on voulait envoyer de l'argent en Algérie, c'était compliqué. Lui, quand il voulait envoyer dans son pays, c'était pareil. Lui aussi, il avait étudié en Europe, mais ses parents étaient restés à Madagascar. Donc, quand il devait recevoir de l'argent, c'était compliqué. Et petit à petit, on a commencé à connecter sur pas mal d'aspects comme ça. Et puis, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de travailler là-dessus. Donc, il y en a un, en fait, c'était un ex-collègue du BCG. Ok. Et on s'était dit, OK, faisons ça ensemble. Et le troisième, donc ça, c'est Shams, celui dont je parle. Et donc, le troisième, c'est Jimmy. Et donc Shams, il a aussi un profil plutôt business comme moi. Et le troisième, donc, c'est Jimmy. Donc, Jimmy, lui, il a le profil plus tech. Et donc, lui, en fait, ce qui nous intéressait beaucoup sur lui, c'est que donc, lui, il est né et il a grandi dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc, lui, voilà, il était beaucoup plus familier avec tous les concepts de mobile money, comment est-ce que le franc CFA fonctionne, quelles sont les habitudes locales. Et surtout, lui, en fait, il avait été développeur chez Google. Ensuite, il avait aussi cofondé une marketplace, un petit peu un équivalent de Wetness. Ok. Et ensuite, il avait rejoint Paystack, qui est l'équivalent de Stripe au Nigeria, qui d'ailleurs a fait son exit avec Stripe. Et donc voilà, Jimmy ensuite il a été chaud de nous rejoindre, l'équipe s'est formée, on a commencé à avoir la vision de plus en plus claire. Et c'est là ensuite qu'on a été pris chez YC et que voilà, la roue a commencé à tourner. Maintenant, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Moneco. Oui. La Moneco qu'on pourrait appeler, qui est une néobanque, Oui. que tu as cofondée avec tes 2 autres associés. Oui. Comment tu pourrais décrire Moneco en quelques mots pour les Ouais. gens qui nous écoutent? Bien sûr. Donc Moneco, c'est, j'ai pas le droit de dire banque en ligne, disons banque en ligne pour simplifier, mais le vrai terme c'est, on a un agrément proche d'un établissement de monnaie électronique qui nous donne le droit de faire 3 choses. Donc ça va être ouvrir des comptes, émettre des cartes et faire des transferts. Donc ça c'est un petit peu les 3 choses qu'on a le droit de faire. Et donc aujourd'hui, avec la licence qu'on a obtenue, on est capable en fait de proposer ces 3 services pour des gens qui habitent dans plus de 150 pays. Ensuite, nous on a restreint un petit peu à certains pays cibles.
Ces pays cibles, en fait, ça va être... nous, on a un gros focus, en fait, sur l'Afrique francophone et l'Afrique du Nord. C'est vraiment les pays qu'on cible le plus. Et donc, nous, en fait, notre première vision, d'abord, donc c'est les gens qui viennent d'Afrique francophone et d'Afrique du Nord, lorsqu'ils vont en Europe, ils ont souvent de la peine à ouvrir des banques, des comptes bancaires. On leur demande beaucoup de documents. Donc, nous, en fait, on est les seuls qui leur demandons uniquement un passeport et un justificatif de domicile. Et même ça peut être une attestation de résidence ou... Disons que le produit est quand même très accessible. Ça facilite la chose. Ouais, bien sûr. Donc pour ceux qui vont s'installer en Europe, à ma connaissance, on est les seuls qui leur permettent d'ouvrir un compte en ligne aussi facilement. Et pour ceux qui restent en Afrique, en fait, on est également les seuls qui leur permettent d'ouvrir un compte, on va dire un compte à l'étranger. Donc pour le moment, on peut ouvrir des comptes en Europe et aux États-Unis. Également émettre des cartes Visa internationales et faire des transferts internationaux. Et on est aussi, à ma connaissance, l'une des seules institutions financières qui leur permet de le faire. Et donc en Europe, on va dire des gens qu'on intéresse beaucoup, ça va surtout être les flux migratoires ou les gens en Europe qui veulent juste essayer une nouvelle solution. Et en Afrique, ça va surtout être en fait tous les gens qui ont besoin de faire des transactions transfrontalières. Donc dans les grandes lignes, c'est ça. C'est avec un passeport et un justificatif de domicile, tu peux avoir accès à un compte en Europe, un compte aux États-Unis, une carte Visa, et tu peux faire des transferts un petit peu dans le monde entier. Ok, d'accord. Et donc principalement ton idée pour Moneco, c'était d'aider beaucoup plus la diaspora. Fait par la diaspora pour la diaspora. Alors initialement c'était ça l'objectif, effectivement, mais en fait on s'est vite rendu compte qu'il s'est passé quelque chose qu'on avait un petit peu, qui était inattendu. C'est qu'en fait vu que en fait on peut dire qu'on avait la V1 de Moneco qu'on a lancée en 2024. En fait à chaque fois qu'on ouvrait, et à l'époque on était régulé en France, on s'est vite rendu compte que la France était très rigide comme système, et nous vu qu'on est sur quelque chose d'un petit peu exotique, c'était pas forcément la meilleure juridiction pour nous permettre d'avancer. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte sur notre première offre qui était vraiment destinée à la diaspora, qu'à chaque fois qu'on ouvrait un compte pour la diaspora, en fait, ensuite, il y avait la famille en Afrique ou des proches, je sais pas, qui ouvraient également des comptes. Okay. Et nous, en fait, à ce moment, ça nous arrangeait pas trop parce que notre agrément nous permettait pas de faire ça. Et donc, en fait, cette année, on a pu obtenir un nouvel agrément qui nous a permis un petit peu d'ouvrir les portes à de nouvelles géographies. Et donc, aujourd'hui, on a toujours une bonne partie de la clientèle qui est de la diaspora, mais je dirais que le gros du marché aujourd'hui est vraiment en Afrique. Parce qu'en fait, c'est surtout en Afrique où aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes cross-border, beaucoup de problèmes de bancarisation. Si je vous donne rapidement mon constat, c'est qu'en fait l'Afrique du Nord, il y a encore beaucoup de cash qui circule. Donc en fait, dès le moment où on doit faire des transactions avec l'international, c'est assez compliqué. L'Afrique de l'Ouest, ils sont beaucoup sur du mobile money. Donc ça marche aussi localement, mais dès qu'on doit faire de l'international, ça fonctionne pas trop. Et le souci un petit peu que moi j'avais vu lors de mon temps au BCG, parce qu'en fait, beaucoup de banques africaines, elles ont encore un petit peu de peine avec la digitalisation. Elles reposent toujours sur un modèle d'ouverture d'agence pour couvrir différentes régions. Et le problème, c'est que le modèle d'agence, opérationnellement, ça coûte assez cher, en fait. Et donc, en fait, si ces banques-là veulent être rentables, elles doivent être obligées de se concentrer sur des clients, on va dire pas au potentiel, mais qui ont un certain revenu, ainsi de suite. Monsieur tout le monde qui va faire l'équivalent de 20 euros, 20 $ de transaction localement, ça les intéresse pas spécialement. Il va venir prendre du temps à l'agence, il va poser des questions. Et donc nous, c'était là aussi où on voulait se dire ça peut être intéressant, on peut peut-être venir adresser un gap qui a été laissé de côté par les banques traditionnelles. Et en fait, ce que je voulais savoir aussi, c'est que concrètement, pour un Africain qui réside en Afrique, Moneco, ça va l'aider en quoi ? Alors, un Africain qui réside en Afrique, Moneco, ça va l'aider. Il y a une chose où Moneco, ça lui sera inutile, c'est s'il ne fait pas de transaction internationale. Si lui, il fait tout localement, Moneco, ça ne lui sert pas à grand-chose. Maintenant, il y a deux cas où ça peut être intéressant. S'il doit recevoir de l'argent de l'international, il peut le faire via Moneco et il aura deux avantages principaux. Le premier, c'est que ça ira plus vite et ça sera moins cher que de recevoir dans une banque localement. Le deuxième, c'est que l'argent, vu qu'en fait il est à l'international, il pourra être dépensé comme il voudra, ou à l'international ou localement. Donc ça, c'est les deux gros avantages pour ceux qui reçoivent de l'argent à l'international, donc plus vite, moins cher, et surtout, l'argent ensuite, il peut être utilisé où tu veux. Je sais pas si tu dois faire des achats à l'étranger, partir en vacances, régler des factures, ou localement, tu peux aussi payer avec ta carte dans les magasins et puis ça fonctionne. Donc ça, c'est pour ceux qui doivent recevoir de l'argent. Et donc là, ça va principalement être, je sais pas, des freelances, des gens qui reçoivent de l'argent de la part de leur famille en Europe, des propriétaires de Airbnb ou ce genre de choses. Enfin, je sais pas, ça c'est un peu les clients qu'on a en Afrique. Et ensuite, donc, pour la deuxième catégorie, donc, c'est les gens qui doivent payer à l'international. Et donc là, ça va être par exemple des agences de voyage, des touristes, des gens qui veulent faire des ads sur Meta, Google, ainsi de suite, des gens qui ont besoin d'acheter, je sais pas, des choses pour faire du e-commerce, des gens qui achètent sur Alibaba, Temu, payer des abonnements en ligne, ainsi de suite. Donc eux, en fait, dans pas mal de pays d'Afrique, on leur permet en fait de recharger Moneco avec de la devise locale. Et en fait, une fois que l'argent est sur Moneco, là, ils peuvent le dépenser comme ils veulent à l'international.
En parlant d'e-commerce, Ouais. cette semaine, tu es en Algérie, tu es à Alger, parce que tu as participé au salon de l'e-commerce, Ouais. Excel. Exact. Raconte-nous un peu comment c'était. Ça s'est très très bien passé. Ok. Nous, on a été très heureux d'avoir été invités par Excel Expo. Euh, il y avait beaucoup de bonnes solutions. Et ce que j'ai trouvé très intéressant surtout, c'est qu'en fait, il y avait énormément de jeunes. Moi, c'est ce qui m'avait le plus surpris, parce que j'ai déjà fait beaucoup de salons à d'autres endroits. Et en fait, je dirais qu'Excel, c'est là où j'ai vu le plus de jeunes. Et donc, ma vision des choses, peut-être un petit peu, c'est que ce coche du digital, je pense que la nouvelle génération en Algérie, elle est vraiment en train de le prendre. Et moi, en tout cas, ma conviction, c'est que le digital, dans le futur, va permettre de faire beaucoup de choses de manière plus efficiente, moins chère. Ça va créer beaucoup d'opportunités. Et j'ai l'impression qu'une bonne partie de la jeunesse algérienne, en tout cas, elle est en train de prendre ce coche. Enfin, je dis la jeunesse parce que c'est ce que j'ai vu, mais évidemment, il y avait des gens de tout âge. Mais j'étais étonné à quel point vraiment beaucoup de gens étaient jeunes. Et ouais, je pense que l'Algérie est en train de prendre un très bon passage sur le digital. Ça va lui permettre aussi de peut-être encore plus améliorer son niveau d'exposition à l'échelle internationale et encore plus participer au global trade. Ok. Donc non, franchement, c'était une très bonne expérience. Tu vas participer avec ta startup à YC en tant que Y Combinator. Mm. Parle-nous de tes levées de fonds. Oui, alors les levées de Le fonds, processus. Hein. bien sûr. Les levées de fonds, déjà, la première chose que j'aurais à dire, c'est un petit peu glamour aujourd'hui dans l'industrie, parce qu'on voit que les gros chiffres, on voit que le moment où ça a été successful. Mais une levée de fonds, pour moi, en fait, si un entrepreneur il peut s'en passer, c'est le mieux. C'est beaucoup plus sain. Déjà, quand vous faites une levée de fonds, ça demande beaucoup d'administratifs à faire en plus. Il y a beaucoup de règles qui commencent à être mises en place. Il y a des boards, il y a des droits de vote. Donc, même si c'est votre entreprise, vous pouvez petit à petit aussi commencer à perdre le contrôle de votre entreprise. Et puis, même si vos actionnaires ne sont pas contents, ils ont la possibilité de vous renvoyer de votre propre entreprise. Donc, c'est quelque chose d'assez dur. Et surtout aussi, en fait, les levées de fonds, ça prend beaucoup de temps. Ça prend quand même pas mal de temps. Et en fait, aujourd'hui, moi, je pense que le rôle de l'entrepreneur, c'est de réussir son business. C'est de gérer toute la partie opérationnelle, trouver des nouveaux clients, optimiser des process. Mais c'est pas d'aller chercher de l'argent auprès d'investisseurs. Donc, dans certains business, c'est nécessaire parce qu'en fait, il y a besoin de capitaux pour démarrer, notamment la fintech, où souvent, il faut des agréments, il faut déposer des demandes, il faut commencer à construire une stack. Dans beaucoup de business, je pense que c'est pas nécessaire et je pense que si les gens peuvent repousser au maximum la levée de fonds, autant le faire. Nous, dans notre cas, c'était pas possible parce qu'on avait besoin d'agréments, enfin, on avait besoin de fonds pour démarrer. Mais donc, une levée de fonds, c'est très difficile et je dirais que c'est encore plus difficile quand on fait quelque chose en rapport avec l'Afrique. Ce qui est assez dommage parce qu'en fait, malheureusement, en fait, comment dire, les pays enfin, quand on voit le niveau d'investissement des pays africains, il est encore relativement faible dans tout ce qui est venture capital. Ils investissent pas énormément si on compare les chiffres par rapport à l'Europe, l'Asie, même l'Amérique latine et après évidemment les États-Unis, c'est les champions en la matière. Et en fait, on a eu une trend, je pense, de 2020 à 2022 où beaucoup de capitaux internationaux ont commencé à investir en Afrique. Beaucoup les US ont beaucoup investi en Afrique, notamment les liens entre les États-Unis et le Nigeria et puis le Kenya. Mais depuis quelques années, en fait, beaucoup de fonds dans les pays occidentaux se sont rendus compte qu'en fait, ils connaissent pas si bien que ça l'Afrique. Ils ont beaucoup de peine ensuite, une fois qu'ils doivent commencer vraiment à venir sur le terrain, à résoudre de problèmes. Donc là, il y a un petit peu un retrait des capitaux internationaux. Il y en a toujours qui viennent, évidemment, mais il y a tout de même un retrait. Donc voilà, lever des fonds en Afrique, c'est pas facile parce qu'il y a moins d'argent, c'est très compétitif. Et donc, en gros, peut-être ce que je peux dire aux gens, les conseils à donner là-dessus. Donc vraiment, il faut très très bien se préparer, avoir un pitch deck qui véhicule très bien l'idée, la vision, avoir une data room qui explique toutes les questions qu'un investisseur pourrait se poser. Donc, la compétition, l'équipe, la technologie, les partenaires, les barrières à l'entrée, voilà, tous ces éléments évidemment. Les personas, les users, après, voilà, toute la partie aussi sur les metrics, le business plan, les unit economics. Et une fois voilà, qu'on a tout ça après, il faut commencer à essayer de reach out à beaucoup d'investisseurs. Et là, il faut aussi le faire de manière très efficiente. Donc, il y a deux choses à prendre en considération. La première, c'est qu'il faut uniquement s'adresser à des investisseurs qui correspondent à ce que vous faites. Donc, si demain, vous allez vous adresser à un fonds en Silicon Valley qui fait pas, par exemple, qui ferait pas d'Afrique, qui fait pas de fintech, il va même pas répondre à mon email. Donc, ça, c'est la première chose, vraiment bien cibler les fonds avec lesquels vous voulez parler. Et deuxième chose qui change beaucoup, l'idéal, c'est que quelqu'un vous introduise auprès du fonds. Donc là, en fait, le mieux, c'est que vous allez sur LinkedIn, vous regardez tous les gens dans le fond et vous regardez ce qu'il y a des amis en commun. Et s'il y a des amis en commun, vous écrivez aux gens, est-ce que tu le connais, est-ce que tu peux me faire une intro et donc là, si la personne accepte de vous parler, ensuite, c'est à vous de la convaincre. C'est une histoire de networking en soi. Beaucoup, ouais. Les levées de fonds, je dirais comment dire, sur la partie entrer en relation, c'est du networking, quasiment à 90%.
Par contre, lever de l'argent, là, ça va vraiment être des skills, du rationnel et puis vendre une Du vision. rationnel, surtout le projet doit être solide. Oui, oui, oui. Ouais. Il faut beaucoup de rationnel. Et enfin, il faut beaucoup de rationnel. Mais après, vu qu'on est sur du venture capital et qu'on mise plus sur du potentiel, tandis que le private equity, Ouais. c'est vraiment du concret, Mhm. je pense qu'il y a aussi un gros aspect communication et réussir à vendre sa vision. Exactement. Tout à l'heure, on parlait de networking, etc. Donc, est-ce que être issu de Saint-Gallen ou SCP, est-ce que ça a été un boost indirectement? Est-ce que, vu que tu te rapprochais, par exemple, auprès de YC, Combinator et tout, est-ce que tu faisais attention par rapport à. Est-ce qu'avoir un diplôme de SCP à Saint-Gallen, est-ce que ça les rassurait beaucoup plus? Alors ça aide, mais pas seulement. Mais oui, oui, je dirais que c'est un ensemble. Ils voient un petit peu quel est votre parcours, quelles sont vos études. Mais après, ici, ce qui m'a beaucoup plu aussi chez eux dans le formulaire de candidature, c'est qu'ils posent beaucoup de questions un peu plus profondes. Ok. Par exemple, quelle a été ta plus grande réussite hors cadre professionnel? Quel a été ton plus gros challenge personnel? Donne-nous une fois où tu as compris les rouages d'un système et que tu as réussi à passer entre les mailles du filet. En fait, donc, ils posent beaucoup de questions un petit peu sur. C'est beaucoup plus profond. Ouais, exactement. Ouais. Et on peut aller sur des choses très concrètes. Voilà, moi, par exemple, j'ai parlé d'histoire familiale, j'ai parlé d'histoire de santé, de milieu où j'ai grandi, de difficultés que j'avais pu avoir à l'adolescence. Et donc, voilà, ça, c'est aussi, je pense, des choses où ça peut arriver à n'importe qui. Et moi, j'ai vu aussi beaucoup de gens chez YC être pris, notamment d'Afrique, mais même du monde entier, où c'est des gens qui viennent de milieux très populaires. Enfin, moi aussi, je me considère comme venant d'un milieu populaire, mais j'ai vu des gens venir de milieux très populaires et qui n'ont absolument pas fait d'université spéciale. Ils avaient quand même une ou deux expériences sympas, mais ils ont réussi à démontrer, OK, moi vraiment j'en veux, je suis hyper persévérant, regardez ce que j'ai fait. Donc il faut tout de même arriver avec des achievements et montrer que voilà. Parce que monter une startup, c'est quand même pas facile. Il y a quelques exceptions où tout marche très bien du premier coup, mais je pense que c'est une minorité. Et en fait, ouais, il y aura beaucoup de moments très durs, beaucoup de moments de solitude, beaucoup de moments de doute. Et je pense que YC, ils veulent aussi voir ça. Est-ce que vous serez capable de surmonter ces moments? On vient de parler de. Tu nous dis que monter une startup, c'est très difficile. Ouais. Et surtout en Afrique, on va dire, où on va beaucoup de bureaucratie, etc. La réglementation n'est peut-être pas la meilleure. Et bah, raconte-nous, en fait, c'était quoi, toi, ton expérience avec cette réglementation? Ouais. Alors nous, pour être honnête, jusqu'à présent, on n'est pas encore vraiment assujetti à la réglementation africaine, Ok. parce qu'en fait, le service qu'on offre, il est depuis... en fait, nous, on est régulé par la Banque centrale du Canada, Ok. et ensuite, on a des banques correspondantes aux États-Unis, en Europe, après, on a différents partenaires dans plein de pays. Mais en fait, on a aussi des partenaires en Afrique, pas mal d'opérateurs telco, donc par exemple les Orange Money, les MTN, ainsi de suite, aussi dans d'autres pays. Mais en fait, on n'est pas assujetti par les lois africaines. Donc ça, c'est quelque chose où... Pour le moment, voilà, je ne pourrais pas vraiment me prononcer parce qu'on n'y a pas été confronté. Ok. Par contre, là où je pourrais vous dire qu'on a eu des challenges assez similaires, c'est qu'en fait, vu que le use case qu'on fait est quand même assez exotique, même depuis l'Occident, en fait, on finit sur des modèles qui peuvent être assez instables. Donc en fait, par exemple, nous, au préalable, on était avec une banque partenaire en France. Il y a eu quelques soucis qui ont fait qu'on n'a pas continué la collaboration. Ensuite, on a dû repasser sur une autre banque. Ensuite, il suffit qu'il y ait eu un pays en Afrique qui passe sur une liste grise avec le GAFI. Ça peut mettre à mal le partenariat. Donc, je dirais que nous, la réglementation, c'est pas un souci qu'on a eu jusqu'à présent. Enfin, la réglementation africaine nous a pas forcément affecté. Par contre, le fait qu'on fasse quelque chose pour l'Afrique crée beaucoup d'instabilité dans notre modèle opérationnel. D'accord. Et je dirais que c'est ça aujourd'hui notre vrai challenge. On a un modèle qui tient, évidemment. Là, la chose qui est sûre à 100%, c'est que l'argent des utilisateurs est toujours à l'abri. Ça, quoi qu'il arrive, même si demain Monaco fera faillite, l'argent des utilisateurs, il ne va pas bouger. Par contre, pour nous, ce qui est difficile, en fait, c'est d'assurer une continuité du service sans interruption à 100%. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, on a trouvé le bon modèle opérationnel pour ce qu'on veut faire, également le bon modèle légal. Mais je dirais que pour nous, la prochaine étape et le prochain challenge, c'est vraiment que nous-mêmes, on puisse commencer à développer notre propre infrastructure, qu'on puisse prendre de plus en plus de choses in-house et que le modèle opérationnel soit 100% stable, un taux de réussite des opérations à 100%, qu'il n'y ait pas un service qui de temps en temps ait un petit downtime. Et ça, je pense que vu que le fait on s'adresse à un marché africain, on est beaucoup confronté à ces problèmes. Ouais. Aussi, puisque beaucoup de nos partenaires sont en Afrique et parfois, c'est aussi eux qui ont les problèmes. À l'horizon de 2030, Mm. aujourd'hui on est quand même bientôt en 2026, Ouais. quels sont les marchés ou les tendances que tu vois toi en Afrique, Autour de la fintech. autour de la fintech, effectivement? Alors moi, il y a 3 pays où je pense... Enfin, pour moi, les 3 pays fintech
pour le moment à court terme. Après, il y en a un quatrième. Mais les 3 pays où je pense à court terme, on a le plus de potentiel. Je sais pas si c'est là qu'on va avoir le plus de choses, mais là, on a le plus de potentiel. Pour moi, le numéro 1, c'est l'Égypte. Égypte, c'est une très grosse population, un gros PIB. Ils ont aussi beaucoup de soucis sur tout ce qui est cross-border, enfin donc transactions internationales. Ils ont une très grosse diaspora au Moyen-Orient qui envoie énormément d'argent. De tête, je me souviens plus si l'Égypte c'est le premier ou le deuxième pays qui reçoit le plus d'argent de l'étranger. Je me souviens plus si c'est Égypte ou Nigeria, mais en tout cas c'est un des pays qui reçoit le C'est plus. l'un des deux, c'est sûr. Ouais, je crois qu'Égypte est deuxième. Il me semble Nigeria premier puis Égypte deuxième. Donc Égypte c'est aussi un pays qui a eu beaucoup de soucis sur tout ce qui est finance. Ils ont eu beaucoup de problèmes d'inflation également, mais là, on commence à avoir pas mal de solutions. Une grosse chance qu'ils ont également en Égypte, c'est qu'il y a beaucoup de capitaux qui commencent à être déployés localement pour des solutions. Moi, je connais pas mal d'entrepreneurs aussi égyptiens qui, je vais pas dire qu'ils ont des facilités à lever des fonds, mais c'est un peu plus facile que sur d'autres marchés actuellement. Enfin, actuellement, en fait, en Afrique, il y a 3 marchés qui ont eu plus d'accès aux capitaux, enfin 4 marchés. C'était Afrique du Sud, Égypte, Nigeria, Kenya. Et là, il y a un 5e marché depuis cette année qui commence aussi à avoir de plus en plus de capitaux, c'est le Maroc. Mais sinon, c'est vraiment, historiquement, c'est ces 4 pays-là. Donc, Égypte, pour moi, c'est le numéro 1 sur la fintech. Deuxième, où je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, c'est l'Algérie. Très grosse économie également. Grosse population et encore beaucoup de cash. D'ailleurs, la Banque d'Algérie a dit qu'elle souhaitait 100%, enfin, digitaliser à 100% les transactions d'ici 2028. Donc, c'est un challenge très ambitieux. J'ai hâte de voir ce qui va être mis en place pour qu'ils atteignent cet objectif, ou en tout cas qu'ils s'en rapprochent le plus possible. Mais Algérie, je pense, beaucoup de potentiel. Pour moi, c'est le numéro 2. Et le 3e, c'est aussi pour moi, donc ça va être le Maroc. Le Maroc, même s'il y a beaucoup de choses qui se font dans la vie de tous les jours, il y a toujours beaucoup de cash. Ouais. Et le Maroc, moi aussi, pour y avoir vécu lorsque j'étais au BCG, il y a aussi tout de même un écart entre 2 classes sociales pour moi. On a une classe qui a accès à beaucoup de services de qualité, mais après, je dirais qu'une bonne partie de la population aujourd'hui, elle doit encore accéder à tous ces services, et je pense que eux, une fois qu'ils y auront accès, beaucoup de belles choses vont pouvoir se passer là-bas. Donc ça, pour moi, c'est les 3 pays fintech d'Afrique du Nord qui à court terme ont le plus de potentiel. Et le 4e, où j'espère que beaucoup de belles choses vont se passer, et je pense que le jour où ça va arriver, ça va être très gros aussi, c'est le Congo. Donc la RDC, République démocratique du Congo. Donc c'est un pays où, pour moi, eux, il leur reste encore 1 ou 2 challenges à atteindre avant d'arriver à l'inclusion financière. Eux, oui, aujourd'hui, sont encore peut-être sur des questions de couverture Internet, d'accès à la data, de mobile, ainsi de suite. Et je pense qu'une fois que cette première étape, on va dire un petit peu de télécom, aura été achevée, ils vont pouvoir passer sur un 2e niveau de transaction, enfin d'inclusion financière. Et là, je pense, la RDC, je crois que c'est 120 millions d'habitants. L'économie, ouais, c'est énorme. 120 millions d'habitants. L'économie n'est pas encore très structurée. Donc je pense, la RDC, le moment où ils vont prendre le coup d'accélérateur, ça va aller très vite. Il y a quand même beaucoup de choses à faire en Afrique. Énormément. Je pense, d'un point de vue potentiel, je pense qu'il y a beaucoup. Maintenant, c'est pas si facile que ça. C'est des marchés où, sur papier, il y a beaucoup de potentiel, mais une fois qu'on est sur le terrain, c'est très difficile. Exactement, ouais, c'est vrai. La question que je me pose, à quand à Monaco en Algérie? Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir avoir une offre en dinar algérien un jour. Là, on commence à avoir des discussions avec certaines personnes. On est vraiment au tout début des discussions. C'est des gens avec qui j'ai discuté il y a très peu de temps. Mais oui, nous, on serait très ouverts en tout cas à faire quelque chose en Algérie. Ça nous ferait super plaisir. Maintenant, j'ai vu que la banque d'Algérie, elle a tout de même, enfin la banque centrale, elle a tout de même mis des contraintes assez importantes pour le lancement des banques en ligne en Algérie. Donc 30% de capital qui doit être détenu par une banque physique. Pas le droit d'avoir d'agence. Il faut également des apports en capitaux propres assez importants. Ça, aujourd'hui, malheureusement, nous, c'est pas des critères auxquels on peut répondre. Peut-être qu'avec les bons partenaires, ça, on pourrait y arriver un jour. Mais oui. Aujourd'hui, l'Algérie, ça nous ferait... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça me ferait vraiment plaisir un jour de pouvoir voir des gens payer avec Monaco en Algérie. Inch'Allah. Inch'Allah, amin. Ouais. Quel conseil que tu peux apporter à un jeune Algérien, quelqu'un qui a un Algérien qui a des ambitions similaires à toi, sûrement. Et quel est le conseil que tu peux lui donner? Bien sûr. La première chose que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 éléments qui ont grandement changé l'entrepreneuriat depuis les 10-15 dernières années. Le premier, c'est Internet et encore plus aujourd'hui l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a 10-15 ans, il fallait avoir certaines compétences, une certaine éducation pour pouvoir lancer certains projets. Aujourd'hui, on peut se former sur tout. C'est juste une question de motivation. Donc vraiment, aujourd'hui, presque n'importe qui peut faire ce qu'il veut, même s'il n'a pas fait d'études. Donc ça, je pense que c'est la première grosse chance qu'on peut vivre à notre époque. La deuxième chose très importante qu'on a également aujourd'hui, qui n'existait pas il y a quelques années, c'est les levées de fonds.
il y a 10, 15, 20 ans, ou même 30 ans, je sais pas, si vous voulez par exemple lancer une banque en ligne, vous étiez obligé de venir d'une grande famille, ou d'une famille de banquiers ou quelque chose, mais je sais pas, le fils d'ouvrier ou le fils de je ne sais pas qui, ça aurait été impossible pour lui. Personne n'aurait pu faire ça. Et aujourd'hui, je pense que vu qu'on a la capacité de se renseigner sur n'importe quoi, d'apprendre à faire quasiment n'importe quoi, et qu'on peut accéder à des fonds, je pense que n'importe qui peut faire presque ce qu'il veut. J'exagère, évidemment, mais aujourd'hui, comment dire, les chances sont devenues très, très, très ouvertes. C'est faisable. Ouais. Maintenant, ça veut aussi dire que les chances qu'une personne a aujourd'hui, elles existent partout dans le monde. Donc, en fonction de ce que vous faites, vous serez en compétition avec le monde entier, et là, ça devient aussi un peu plus difficile. Mais je pense que l'un dans l'autre, aujourd'hui, on vit vraiment une époque où la digitalisation, ça offre beaucoup de possibilités à la jeunesse. Et ce que je dirais peut-être pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en Algérie ou n'importe où, c'est que il faut vraiment avoir une conviction très profonde en soi et comment dire, je vais pas dire tout sacrifier parce que ça sonne un petit peu bateau, mais il faut être prêt à se dire que même si ça marche pas pendant quelques années ou pendant longtemps, même si personne comprend ce que je fais, il faut que moi je puisse avoir du plaisir là-dedans, il faut que j'y croie toujours et il faut que ça donne un sens profond à ma vie. Si vous vous dites ça pour dire je vais faire ça pour devenir riche, pour avoir de la reconnaissance, pour si, il y a un moment ça marchera plus. Ouais, vraiment. Je suis d'accord sur ça. Et moi, littéralement, pendant la première année de Monaco, je travaillais tout seul dans mon bureau, dans ma chambre. J'avais pas d'argent, j'étais retourné vivre chez mes parents. Et en fait, c'est simple. Mes amis, ils comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Si je rencontrais des nouvelles personnes, je leur parlais d'un projet, c'était très vague. Donc les gens, ils se disent... Enfin, les gens sont toujours un petit peu polis. Mais il faut que les gens soient prêts à se dire... Et cette phase qui pour moi a duré une année avant qu'on arrive à lever des fonds, peut-être qu'elle peut durer 2-3 ans. Et ensuite, moi, la chose aussi que j'ai à dire, c'est peut-être qu'aujourd'hui les gens ils me voient dans le podcast, mais cette année, par exemple, il y a eu tellement de moments très très difficiles. Vraiment, pour une réussite, il y a peut-être 10 échecs. Donc il faut vraiment être très persévérant. Et je pense qu'il faut le faire pour soi-même ou pour quelque chose de très intime ou de profond. Mais si on le fait pour l'argent, pour de la reconnaissance, pour la visibilité, je pense que les gens s'arrêteront aux premiers obstacles. Merci beaucoup, Bilal. Merci beaucoup. Avec plaisir, ouais. C'est vraiment un honneur de t'avoir eu aujourd'hui dans ce Merci dans ce beaucoup pour podcast. l'invitation. Ouais. Je t'en prie. De même. C'est un plaisir. Sincèrement, ça a été super. Un grand plaisir pour moi en tout cas. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau podcast d'Algeria Eco Talk. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.